Sahel, force anti-djihadiste d'Oumaro Sissoko, quitte de la force anti-putsch de la CEDEAO? C'est notre grande interrogation. Sahel, force anti-djihadiste d'Oumaro Sissoko, quitte de la force anti-putsch de la CEDEAO. En tout cas, nous nous interrogeons. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Le jeudi 28 juillet dernier, lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, Embalo Sissoko avait déclaré, je cite, « Tout le monde doit comprendre que nous sommes au XXIe siècle et qu'il est inadmissible et inacceptable de faire des coups d'État. » Et d'ajouter que l'on ne peut penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast track, c'est-à-dire une voie rapide, et que seul le peuple a le droit de sanctionner les dirigeants, mais pas avec des coups d'État militaires. À ce sujet, justement, le larbinisme prend de l'ampleur. Oumaro Embalo Sissoko oublie qu'il est lui-même un général de brigade à la tête de son pays. Pour joindre déjà une esquisse d'acte à la parole, Oumaro Embalo Sissoko avait annoncé la création d'une force anti-putsch en ligne de mire de ce militaire général de brigade. Il parle de la fâcheuse habitude d'autres militaires de s'emparer du pouvoir, qu'ils soient colonels maliens ou guinéens ou encore capitaine burkinabé. Vous avez dit putsch? Eh bien, rappelons que la Guinée-Bissau, depuis son indépendance du Portugal en 1974, eh bien, elle a connu une kyrielle de coups d'État militaires, dont le dernier réussi remonte à 2012. Des coups de force parfois sanglants, comme celui qui coûta la vie en 2009 au compagnon de route d'Amilcar Cabral, Bernardo Vieira. Oumaro Embalo Sissoko en particulier, c'est que l'on sait de quoi il parle. En février de l'année dernière, il était fait cas d'une tentative manquée de putsch qui obligea le chef de l'État à rester plusieurs heures enfermé dans un palais du gouvernement visé par des tirs nourris à l'arme lourde. C'est la CEDEAO que le refus avait alors appelé à la rescousse. Oui, il faut bien le préciser. Obtenant la création d'une force de stabilisation avec l'appui de son nouvel allié, à qui il obéit aujourd'hui au doigt et à l'œil, c'est tout simplement la France. Oui, Embalo Sissoko le sait très bien, pour être en vie, il faut jouer les lâches. Mais qui a donné le pouvoir à Embalo Sissoko de créer une force anti-putsch? Cette force travaillera-t-elle pour les Africains ou alors pour la France? Et d'ailleurs, qui se cache derrière? N'est-ce pas un projet mort-né qui ne verra sûrement pas le jour? En tout cas, nous nous interrogeons. Sahel, force anti-djihadiste d'Oumaro Sissoko, quitte de la force anti-putsch de la CEDEAO. C'est notre interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique, UP6 dans l'âme et panafricaniste. Il est notre invité de ce lundi 6 février de l'an de grâce 2023. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, à toute la grande galaxie panafricaine, surtout notre vaillante diaspora. Bon début de semaine et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. On espère seulement que le week-end s'est bien passé. Il y avait beaucoup de situations d'obsèques, n'est-ce pas, dans nos familles. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On peut que dire au revoir à ces chers disparus. Je pense aujourd'hui particulièrement à un ancien syndicaliste, vieil UP6, Nenga Chai, qui est parti aussi cette semaine passée. Et à lui, à toute sa famille, et à toute la grande famille UP6, j'adresse mes sincères condoléances. Le camarade et combattant Nenga Chai, il a fait son temps. Et il a eu des moments où on n'a pas tout le temps été d'accord, mais personne ne peut nier sa contribution au mouvement syndical, n'est-ce pas, de ces dernières années, de ces dernières décennies, j'allais dire. Personne ne peut nier son engagement pour la souveraineté de ce pays par le biais de sacrifices multiples et extrêmement importantes aux côtés d'illustres prédécesseurs qu'on ne cite plus. Et il a dû apporter lui aussi sa petite pierre à l'édifice. Je le dis à l'ensemble de tous ceux qui nous ont quittés pendant cette semaine et ce week-end qui vient de s'achever. Vraiment que nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, ait pitié ne fassent pas cas de leurs péchés et essaye de leur assurer
n'est-ce pas, un avenir radieux dans l'au-delà, comme le disent mes amis kémites, que leur cas soit vivifié. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, patient parfait, d'être avec nous ce matin. Eh bien, nous parlons du Sahel et je vous pose donc la question. Umaro Embalo Sissoko parle d'une force anti-djihadiste. Est-il devenu le porte-parole de l'Afrique de l'Ouest pour le déclarer haut et fort? D'abord, ça m'amuse. Nous passons de la force anti-putsch maintenant à la force anti-djihadiste. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'évolution, mais s'il y a évolution, on constate tout simplement que les événements dans leur déroulement ces derniers temps dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest ne donnent pas que des insomnies à certains, mais obligent plus ou moins certains aujourd'hui à repenser, à recadrer un peu leur posture et leurs déclarations et à commencer par le biais d'une espèce de manœuvre de ne plus accepter de porter la casquette de mouton noir de la résistance africaine. C'est le cas d'Embalo Sissoko. Et quand vous écoutez aussi le président Macky Sall répondant à des questions des journalistes en France, où il parle de laisser la possibilité au Burkina d'exercer la plénitude de sa souveraineté par rapport à ses choix aujourd'hui vis-à-vis des partenaires qui sont amenés à choisir. On comprend que notre discours, le fait qu'on a continué de taper sur ce larbinisme-là dont nous n'avons pas du tout accepté l'expression, cet ensemble de pressions variées, ce contre-pouvoir que nous avons constitué, mais surtout cette nouvelle, j'allais dire, option que nous avons participé, nous ne sommes pas les seuls, il faut être modeste, mais que nous avons participé à implémenter au sein de notre continent, commence à avoir l'effet. Et pour M. Embalo Sissoko, évidemment, je ne peux que constater qu'il va d'atermoiement en atermoiement. On espère que de la position d'un obligé qui est obligé de répondre à droit et à l'œil aux injonctions qui viennent de Paris, parce qu'il ne faut plus se cacher aujourd'hui. Depuis un certain temps, on a l'impression que la Guinée-Bissau était une colonie française, d'autant plus que Embalo Sissoko ne se gêne plus d'aller prendre des ordres à Paris, surtout qu'il chapeaute aussi l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO au niveau de son sommet. Et ça nous a vraiment posé un problème, ça a posé problème à plus d'un sur notre continent de ne pas comprendre comment des gens qui sont passés par des expériences, mais surtout qui, dans leur propre pays, ont eu quand même de valeureux fils et filles d'Afrique qui ont écrit lettres d'or de la résistance africaine, comme c'est le cas d'Embalo Sissoko de Guinée-Bissau. On n'oublie pas que quand qui dit Guinée-Bissau ou bien Cap-Vert, on pense éminemment à Mika Cabral, ce grand général de la dignité africaine qui nous a quittés dans des circonstances assez violentes, barbares. Il a été tué en Guinée-Conakry par une escouade de mercenaires venus par la mer de la Guinée-Bissau pour l'assassiner. N'oublions pas non plus que la France a été pour beaucoup dans cet assassinat qui a ôté à l'Afrique l'un de ses enfants les plus dignes, les plus aimés, les plus chéris. Il était ingénieur agronome à la base. Il a produit une pensée authentique, une pensée vraie, qui avait d'abord pour premier objectif d'essayer d'assurer une espèce de souveraineté alimentaire et agricole, d'être capable de donner à chaque Bissau-Guinéen et Cap-Verdien, mais aussi à tous les Africains, la capacité de se nourrir à partir de notre propre sol, de notre propre terre, mais aussi la capacité de produire suffisamment pour faire de l'Afrique le véritable grenier du monde. C'était sa première révolution qui, évidemment, pour qu'elle puisse être efficace, était passée par cette révolution dont il a été, n'est-ce pas, le principal animateur. Donc, je pense que Embalo Sissoko ne peut pas l'oublier et ne doit pas l'oublier. Bon, il a eu des prises de parole, des positions, des initiatives extrêmement malheureuses, comme ce fut le cas avec l'embargo contre l'État malien, contre le peuple malien, comme ces paroles de trop, à mon sens, qu'il a eu à exprimer vis-à-vis de tout ce qui essayait de chercher des voies et moyens pour se défaire de cette cage de fer dans laquelle nous sommes
englué depuis les indépendances, surtout dans cette sous-région Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, qui ne parle plus d'une task force qui aura pour rôle, n'est-ce pas, de combattre les coups d'État et qui la déplace vers une task force qui va enfin combattre le djihadisme, j'ai bien l'impression que qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la construction de la nouvelle philosophie de la présence de la France-Afrique dans cette région. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Nous rappelons, comme l'a toujours rappelé à M. Embalo Sissoko, qu'il est un militaire de formation. Il a hérité quand même de cette expérience de militaire et que son pays, pour qu'il arrive d'ailleurs au pouvoir, il a fallu qu'il y ait des coups d'État. Il ne faut pas qu'il oublie non plus. Mais que chez nous, en Afrique, nous ne sommes pas du tout ignorants ou bien nous n'avons pas la capacité de réflexion en se disant tous les coups d'État ne sont pas mauvais. Il y a des coups d'État progressistes. On le voit avec Sankara, je prends seulement cet exemple de l'Afrique de l'Ouest, ou bien Gerald Rawlings, le grand bâtisseur de Ghana moderne. Et il y a aussi eu des coups d'État réactionnaires, comme ce fut le cas de M. Compaoré. Mais alors, on veut combattre le djihadisme, on veut construire une task force contre le djihadisme. Posons d'abord la question, mais d'où vient le djihadisme? Quels sont les ressorts qui permettent que toute la bande saoudienne, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, soit à feu et à sang dans cette bande-là? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les motifs pour les populations de cette région d'accepter de créer une force qui sème la mort, la désolation dans cet espace? Quels sont les véritables, j'allais dire, patrons de ce djihadisme-là, les commanditaires de cette bérésina-là, les encadreurs, les logisticiens de ces groupes armés qui continuent de tuer les gens dans cette bande sahélo-saharienne, même ces derniers jours, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger et que ce soit au Burkina, il y a encore eu des morts. Alors, le tout n'est pas de dire nous allons mettre sur pied une force antiterroriste, anti-djihadiste. Mais il faut aussi savoir être capable d'aller dénicher les responsabilités des commanditaires et de ceux qui entretiennent justement ces terroristes-là. Il faut faire cet effort intellectuel pour poser le problème sur la table. Sinon, ça va être du vernis sur une pustule en pleine décomposition de l'intérieur et qui, tôt ou tard, avec son explosion, va bien nous démontrer que ce vernis n'a pas été capable de soigner le mal en profondeur, mais a tout simplement été comme un effet de miroir pour essayer de tromper les plus naïfs et continuer la sale besogne de l'intérieur. Donc nous disons à M. Embalo Sissoko, c'est très bien, mais attaquons-nous aussi au problème de ceux qui entretiennent ce djihadisme, de ceux qui financent ce djihadisme, de ceux qui leur fournissent des renseignements, de ceux qui leur fournissent des armes, de ceux qui entraînent, n'est-ce pas, ces pauvres fils de notre continent égarés dans ce grand banditisme qui a pour vocation d'affaiblir davantage nos États, de mettre nos populations dans des situations de désespoir et de détresse quasi quotidien, mais aussi de remettre à plus tard, j'allais dire au calendrier grec, des velléités de développement, les velléités d'une vie sociale apaisée, mais surtout des vérités, de l'idée de voir demain, comme je vois ça, des petits frémissements entre le Mali et le Burkina, mais de voir demain une entité continentale unie sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan, à la limite, philosophique. Et ça, c'est un travail de longue haleine que nous avons commencé et que nous allons continuer avec d'autres forces qui sont en train d'émerger. Et ça ne plaît pas aux tenants du monde unipolaire. Et le président Embalo Sissoko ne doit pas rentrer dans cette philosophie parce que c'est tellement dur aujourd'hui que certaines actions ne sont plus acceptées. Mais comme l'ennemi est malin, il ne dort jamais. Et c'est ça le propre, n'est-ce pas, de malin, c'est toujours d'être capable d'inventer, une fois de plus, des projets, des propositions qui, bien que donnant l'impression qu'elles vont dans le sens de l'amélioration de la condition de vie des populations, des États et des peuples, en réalité, est le verre qu'on essaie d'introduire dans le fruit pour permettre justement l'accélération de sa putréfaction. Et ça, nous serons vigilants pour ne pas l'accepter. Cela est valable pour M. Sissoko, comme cela est valable aussi pour le président Macky Sall, dont le dernier discours nous ont fait un peu frémir. On dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? J'espère, nous espérons puissamment qu'ils sont en train de retenir les leçons de l'histoire. S'ils ne les retiennent pas, de toute façon, l'histoire qui est en marche en Afrique et surtout dans leur sous-région, nous leur ferons comprendre la dure.
Patient Parfum, est-ce qu'une organisation anti-djihadiste, anti-terroriste sur le continent africain n'a jamais marché? Je prends par exemple le cas du G5 Sahel, c'est un flop total. La force africaine en attente qu'on avait déjà créée par les Africains, un flop également. Est-ce que ce que dit aujourd'hui Umaru Embalo Sissoko pourrait être entendu quand on sait pertinemment qu'on n'est pas un premier essai? Et c'est pour cela que j'ai insisté sur les commanditaires. Vous savez, dans le cas de meurtre, il y a les exécutants. Mais qui sont les commanditaires de ce meurtre? Il faut que nous soyons capables de procéder à cette analyse. Qu'est-ce qui justifie le djihadisme dans la bande sahélienne? L'explication facile qu'on nous avait servi, c'était ce sont des gens qui sont dans une espèce de réécriture de l'islam, qui sont dans le cadre de l'exigence de l'application rigoriste de l'islam. Et que c'est ça, cette doctrine wahhabite qui est partie du Moyen-Orient et qui a complètement balayé toute cette zone sahélienne, dont une bonne partie était d'obédience musulmane, et que c'est ce combat entre cette application de cet islam rigoriste et le fait qu'il y avait des gens qui avaient un islam soi-disant qui était un peu mièvre parce que tenant en compte un certain nombre d'acquis sur le plan culturel que les populations avant l'introduction de l'islam dans ces espaces-là pratiquaient déjà. Alors, pire, les nouveaux pratiquants de l'islam, en guillemets, considèrent ces gens comme des impies. Alors, et nous pensons que c'est tout simplement une excuse, c'est tout simplement, j'allais dire, un alibi commode. Le véritable problème aujourd'hui, quand on gratte bien l'affaire, on se rend compte qu'un pays comme le Nigeria est un pays dit laïque, mais qui a des États qui appliquent la charia. Donc, il y a ces États-là qui existent au Nigeria, oui, où la charia est appliquée comme loi fondamentale. Mais pourtant, cela ne remet pas en cause le fait que le Nigeria continue d'exercer comme un État. Et c'est vrai, il y a souvent des remous de temps en temps, mais le fait que le Nigeria continue de tenir d'un tenant. Donc, la question de l'application de notre forme de pratique religieuse par rapport à l'islam n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale à l'examen est tout simplement le fait que cette zone-là est une zone sur le plan géopolitique, sur le plan tactique et stratégique extrêmement importante. Et c'est cette importance-là, au vu des nouvelles velléités, n'est-ce pas, si je peux les appeler ainsi, parce que bon, c'est déjà ça, mais ce n'est pas ce que nous espérons pour la fin, n'est-ce pas, de construction d'une Afrique libre, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique souveraine, d'une Afrique maître de son espace, de sa culture, de son économie, de son sol, de son sous-sol, une Afrique qui ne serait plus dépendante des orientations qui sont prises à Washington, à Paris, à New York. C'est ça le fond du problème. Et pour masquer, n'est-ce pas, le fond de ce problème qui est l'enjeu majeur, qui est vraiment majeur XXL, oui, on l'a fait habiller par le fait qu'il y a des contradictions d'ordre religieuse dans ces sous-régions et qui expliquaient ce djihadisme. Et n'est-ce pas, et puis qui devait, comment dire ça, justifier la présence des forces armées étrangères sur notre sol, dont l'objectif n'était pas de combattre ce djihadisme, mais l'objectif était d'être comme des espèces de policiers ou bien de gendarmes qui obligeaient la naissance ou bien la mise sur pied au niveau de nos États de certains régimes qui soient accommodants justement à cette doctrine qui voudrait quand même que c'est eux qui soient les maîtres de leur sol et notre sous-sol. À partir du moment qu'il y a eu une rupture, il y a ce schisme entre cette réalité-là et le fait que de nouveaux Africains, jeunes, patriotes, nationalistes étaient arrivés au pouvoir et exigeaient en avant que ce soit les Africains eux-mêmes qui définissent le contenu, n'est-ce pas, de ce qu'ils voulaient implémenter comme mode de développement, comme mode de liberté, comme entendement de ce que nous appelons la souveraineté. Et évidemment, nous avons vu continuer
à prendre l'ampleur, ces prétendus djihadistes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, les forces endogènes et exogènes, autant pour moi, en concubinage incestueux avec les endocolons, ne parvenaient plus à garder la main et à dicter leurs lois, surtout à continuer à faire de notre espace des espaces d'excavation de tout ce qui est comme richesse, à la fois humaine et naturelle. Et ça, on ne peut plus continuer à l'accepter aujourd'hui. C'est pour ça que je dis au président Sissoko Embalo, d'accord, une forte forme de djihadisme, d'accord, mais qu'on fasse une étude holistique de ce phénomène pour qu'on comprenne très bien c'est quoi le djihadisme, d'où vient, quels sont ses ressorts, quels sont ses financiers, quelles sont les forces qui ont intérêt à ce que l'Afrique continue de vivre avec cette pourriture, avec cette gadoue qui empêche justement à l'homme africain de pouvoir prendre son destin en main. Je crois que c'est ça le fond du problème. Patient Pafendo, qu'est-ce qui se cache justement derrière cette force anti-djihadiste? Est-ce une force anti-putsch comme c'était annoncé justement dans la CEDEAO? Est-ce que les personnes aujourd'hui qui servent la France, bon gré mal gré, ont-ils peur finalement d'être renversées? D'abord, je vous demande comment elle va être opérationnelle, parce que tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de forces dont nous avons parlé. On a vu comment elles n'ont pas pu être efficaces. G5 Sahel, rien du tout. Force africaine en attente. Alors, la force africaine en attente, elle était d'ailleurs plombée par une autre question, la question de financement, n'est-ce pas, du caractère opérationnel de cette force. Or, nous savons pertinemment que dans cette sous-région, c'est le franc CFA qui règne en maître et qui fait tourner cette planche à billets abusivement appelée franc CFA, c'est la France une fois de plus. Elle est donc rétive et il n'y a pas que ça. Et ce sont les puissances occidentales à travers un certain nombre de mécanismes financiers qui détiennent les robinets financiers qui peuvent permettre le financement justement de pareilles forces. À condition, non, de pareilles forces, si et seulement si elles étaient dans le sens de faire le boulot pour lequel elles étaient créées. Donc, on peut donc valablement comprendre. On peut commencer à analyser et à se dire, puisque la taxe force contre des coups d'État n'a pas pu être gobée par les populations, on a trouvé qu'il était hors de question qu'on nous ramène en arrière. Pourquoi en avoir d'ailleurs parlé? Voilà, avec de pareilles suggestions, on laisse tomber et on vous crée quelque chose qu'on va appeler la force contre le djihadisme, mais donc peut-être le rôle fondamental serait de reprendre justement les fondamentaux de cette force anti-putsch. Donc en réalité, d'avoir une force qui sera le fouet de l'Occident dans cette sous-région pour essayer de mater toutes les formes de velléité, j'allais dire d'émancipation. Qui a donc peur de ces putsch, patient Pafendo? Qui a peur de ces putsch? Est-ce parce qu'aujourd'hui l'Occident a besoin de placer ses hommes liges à la tête des États et n'a pas besoin justement des nationalistes à la tête justement de nos pays? Mais M. Ngo, si vous écoutez les discours, c'est un secret de polichinelle. Vous écoutez les Américains, ils sont clairs. Ils disent aux Maliens, on va vous frapper parce que soi-disant vous avez Wagner chez vous. Et les sanctions sont déjà prises contre le Burkina Faso, vous le savez. Donc, on ne peut pas faire semblant comme si on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une nouvelle dynamique dans cette sous-région Afrique de l'Ouest qui ne plaît pas aux Occidentaux. Qui ne plaît pas du tout aux Occidentaux. Ils cherchent par moult, j'allais dire, possibilités de remettre en cause cette nouvelle dynamique d'émancipation, c'est ça qu'il s'agit, des peuples de cette sous-région sur, n'est-ce pas, le leadership éclairé des jeunes officiers qui ont pris le pouvoir dans cette région. Quand on parle de force, on a tenté de mettre sur pied une force anti-putsch, mais on voyait le Niger. Et vous savez que dans l'armée nigérienne, aujourd'hui, il y a des remous. Exactement. Des militaires qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle menée par le chef d'État nigérien, M. Mohamed Bazoum. Donc, à partir de ce moment, on essaie de se prémunir de ces avancées, de nos libertés, de nos volontés d'émancipation. On essaie de minimiser la casse, si je peux le dire ainsi, parce que déjà les dommages au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce qu'avec l'autonomie du Mali et l'autonomie presque prochaine de Burkina Faso, et vous voyez, les gars ne se sont pas arrêtés là, vous voyez déjà les conseils de ministres conjoints, vous voyez déjà l'idée de créer une fédération d'un État
Burkina Faso, Mali. Comment voulez-vous que cela plaise, n'est-ce pas, aux tenants de pouvoir du monde unilatéral, j'allais dire, aujourd'hui sur le plan planétaire? L'Occident tremble. L'Occident tremble de tous ses membres. La France tremble de tous ses membres. Et elle essaye donc, par le biais de fiel sibyllique, de créer des initiatives comme celle-là, dont on nous annonce que les objectifs seront en réalité ceci, alors que sur le plan pratique, l'action sera plutôt cela. Donc, c'est ça le fond de problème. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les évolutions dans cette sous-région laissent insensibles les lobbies les plus puissants du monde qui dirigent le monde néolibéral aujourd'hui. Cela le pose évidemment problème de voir qu'un pays comme le Mali, aujourd'hui, font son propre homme et le labellise Mali, sans qu'ils puissent passer par, justement, leurs officines. Ça pose problème. Ça veut dire que le Mali sera capable de commercialiser son or plus tard en tant que Mali sur le marché international, sans passer par un tiers, qui est souvent ce que nous savons. Et cela ne va pas s'arrêter là. Cela peut continuer dans l'ensemble des minéraux, parce que vous savez, ils ont fait de nos pays des espèces de bases d'extraction de matières premières. Point. Ils ne veulent pas d'une transformation. Même deuxième niveau seulement de transformation. Parce qu'ils savent pertinemment que si tout ce que nous avons dans notre sous-sol, on commence à prendre des décisions de les transformer localement, je pense que la question, par exemple, du chômage en Afrique va être revue autrement. La question de la pauvreté sera revue autrement. La question de la misère autrement. La question du transfert de technologies et de la bonification des États africains à pouvoir, enfin, acquérir les sciences, j'allais dire, fondamentales pour leur propre développement, vont se poser avec d'autres termes. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème qu'on ne veut pas dire aux populations africaines. On les égare dans les discours creux et vaseux, sans objectif précis, sans finalité vraiment avérée, sans, j'allais dire, conclusions qui pourront permettre enfin à l'Afrique de voir un peu plus clair dans toute cette nuit dans laquelle nous baignons. Et ça, je peux vous dire que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat. Ce n'est que le début. L'Occident, la France, l'Afrique, leurs hommes liges dans notre continent, ces endocolons-là, qui pour la plupart sont aux affaires aujourd'hui, ne vont pas accepter très très facilement que s'opère ce changement qualitatif, que s'opère la création de ce nouveau paradigme qui va enfin donner la possibilité à l'homme africain de s'assurer de manière pleine et entière. Merci à vous, patient parfait, nous d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et je continue de dire que nous allons rester extrêmement vigilants. Très, très vigilants. Nous allons rester extrêmement vigilants. Si les gens ont enfin compris et ils pensent qu'il faut qu'ils œuvrent dans le cadre de doter l'Afrique des mécanismes permettant à notre continent de retrouver sa souveraineté et son indépendance, nous sommes preneurs. Mais s'ils pensent que ça va être une espèce de passement de main comme les précipitateurs le font souvent bien des jeux de cartes, qu'on ne dise que nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes très loin déjà avancés vers notre niveau. Ce que nous pouvons leur donner comme conseil, c'est de se rapprocher des Fox qui ont déjà compris la nécessité de doter l'Afrique de véritables États souverains, de véritables espaces d'indépendance et de liberté, parce que c'est à ce moment que va éclore le génie africain qui va étonner le monde. Mais on ne peut pas étonner le monde avec des propositions éculées comme celles que j'entends M. Amadou Sissoko essayer de mettre en place là, parce que nous savons pertinemment que, comme par le passé, elles n'ont produit, n'est-ce pas, aucun résultat probant. Aujourd'hui, elles ne vont pas le faire, ce n'est pas demain qu'elles le produiraient. Donc, qu'ils arrêtent de continuer cette fuite en avant, arrêtez. Oui. Cette espèce de fuite en avant, parce que cette fuite en avant ne peut pas donner quelque chose de bon pour les Africains. Les Africains ont dépassé ce niveau de perception de leur environnement, du monde et des enjeux sur le plan de la géopolitique mondiale. Il faut qu'ils comprennent très bien que les Africains sont à notre niveau. C'est eux qui sont en retard, ils feront l'effort, ils doivent faire l'effort de s'arriver au niveau où se trouve l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Bonne journée à toutes et à tous.